Verbomoteur. Bonjour à tous et bienvenue à votre nouvelle émission des Verbomoteurs. Ici votre animateur Simon Lessard. Pour cette émission qui se propose de jeter un regard chrétien sur l'actualité de la semaine, actualité politique, religieuse et culturelle, je suis cette semaine en compagnie de 3 membres de l'équipe du magazine Le Verbe. James Anglois, bonjour. Salut Simon. Alors, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci d'être avec nous pour l'émission aujourd'hui. Ça fait plaisir. Benjamin Boivin, responsable des publications. Salut. Salut. Très content, toi aussi, je le vois sur ton sourire. Comme toujours, très content. Et Ariane Beauferré, bonjour. Salut Simon. Alors, tu es membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais oui, ça fait plaisir. Alors, durant la prochaine demi-heure, nous allons ensemble revenir sur la visite du pape François à Marseille. C'est la semaine passée. Le pape a-t-il bien fait de se mêler de politique d'immigration? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi d'une entreprise québécoise qui souhaite remédier au problème de manque d'eau potable grâce à une nouvelle technologie. Est-ce que l'ingénierie pourra sauver la planète? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la nouvelle qui a retenu l'attention de James Langlois et de toute la presse cette semaine. James Anglois, vendredi dernier, la Chambre des communes à Ottawa a ovationné Yaroslav Hunka, un ex-soldat nazi qui a combattu la Russie communiste durant la Deuxième Guerre mondiale à l'occasion de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le scandale a suscité, on pourrait dire, l'indignation à travers le monde. Le premier ministre Justin Trudeau s'est excusé officiellement 5 jours plus tard et le président de la Chambre, lui, Anthony Rota, a démissionné. Est-ce que, James, selon toi, le président de la Chambre des communes a bien fait de démissionner? Bien, fidèle à moi-même, je vais vous donner une réponse mitigée. En fait, il n'y avait comme pas le choix de démissionner parce que, évidemment, en quelque sorte, c'est un peu lui le responsable d'avoir invité cet homme-là au Parlement. Et c'est aussi, bien, je dirais, lui, par extension, son équipe. Donc, il y avait tellement de pression politique parce que maintenant, tous les partis ne lui accordent plus confiance. Donc, il n'y avait comme pas le choix. Mais d'un autre côté, il agit un peu en quelque sorte comme un bouc émissaire, c'est-à-dire que oui, c'est sa responsabilité, mais tout le monde aussi l'ont applaudi puis personne n'a rien dit. Donc, l'ignorance était partagée par tous, mais évidemment, ça prend quelqu'un c'est un peu le principe de responsabilité, ça prend quelqu'un qui assume les conséquences et donc ça tombe sur lui. Et malgré cela, il n'en demeure pas moins que tout le monde, en quelque sorte, comme je le disais, ignorait un peu cet effet-là. Et malheureusement, on tombe souvent dans une espèce de justice sans miséricorde. Encore là, tu sais, plutôt que de dire, bon, ben, tu sais, il a fait une erreur, on a tous commis une erreur, on va de l'avant, là, évidemment, il y a quelqu'un qui doit payer. Et cette conséquence-là cache en quelque sorte, je dirais, autre chose, cache le fait que l'ignorance de l'histoire est partagée par tous et en plus, lui, il fait partie du Parti libéral à la base, hein, il a remporté plusieurs élections et sûrement que son sacrifice va lui être remercié par ailleurs. Mais donc, en t'écoutant, James, est-ce que tu dirais que c'est au fond une simple anecdote politique facilement excusable? On aurait pu passer l'éponge parce qu'on dirait que c'est traité comme une faute extrêmement grave et impardonnable en ce moment. Oui, bien, tu sais, je dis ça, puis en même temps, je ne veux pas excuser parce que de fait, on ne veut pas saluer un nazi. Là. Puis aussi, c'est surtout que ça s'est fait le jour où on invitait le président ukrainien. Donc, c'est un peu s'auto-plure de bananiser là, parce que ça n'a pas les effets escomptés finalement pour la visite. Mais donc, est-ce que vraiment, ta question c'était? Est-ce que c'est impardonnable ou c'est excusable, c'est une petite faute légère? Ça dépend. Moi, je pense qu'il y a une forme d'ignorance. Tout le monde dit, oui, il devait savoir ces choses-là, mais on sait par ailleurs que ce travail est très exigeant. C'est des gens qui travaillent beaucoup. On peut pas... c'est sûr qu'on en échappe, puis nous-mêmes, on aurait été à sa place. Puis là, on voit beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, ben moi, si j'avais été à leur place, je me serais levé debout, j'aurais pas... Mais personne ne savait. Je veux dire, en plus, il a mentionné que cet homme a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus, non seulement c'était pas les Russes, c'était l'Union soviétique, mais en plus, tout le monde sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes étaient des alliés. Ben, en fait, l'Union soviétique était des alliés. Donc, spontanément, tout le monde aurait pu facilement
comprendre que cet homme-là, puis d'autant plus que c'est connu chez les Ukrainiens canadiens. Il y avait même un monument dans sa ville à lui, je ne sais pas si c'était dans sa ville, mais en fait, au Canada, qui soulignait la présence de ces combattants nationaux ukrainiens. Oui, mais il me semble que ça aurait été facile à éviter quand même pour un président de la Chambre. Là. Le rôle habituel du président de la Chambre des communes au Canada est relativement facile à jouer. Là. C'est faire respecter la procédure parlementaire, se taire, ne pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Ouais. Puis là, en voulant se mettre à jouer un rôle qui n'était en fait compte probablement pas le sien, le président de la Chambre des communes a pris une initiative, ou je ne sais pas si on lui a demandé de faire ça, mais dans tous les cas, il s'est impliqué dans une histoire qui va probablement lui coûter sa carrière politique et sa réputation partout à travers le monde. Oui, bien, comme je le disais, étant du Parti libéral, il risque de se ramasser peut-être à la commission de la SCHL ou quelque chose comme ça. En tout cas, probablement pas ambassadeur en Pologne. Non, mais tu as raison dans le sens, je pense que c'est une des leçons qui devrait être tirée de cette mésaventure, c'est-à-dire que le président de la Chambre devrait jouer son rôle tout simplement et s'en tenir à ça. Mais là, il a voulu un peu participer, puis s'est emballé parce qu'il dit « Ah, moi, je connaissais ce gars-là, il était dans mes circonscriptions, puis etc. Je vais l'inviter sans avoir... » un peu quand même. Ouais, c'est juste ça. Est-ce que, James Langlois, tu vois d'autres leçons qu'on peut tirer de cette bourde politique? Mais j'ai parlé évidemment de la méconnaissance de l'histoire, ce qui nous amène au point de l'esprit critique, c'est-à-dire que souvent quand on a un ennemi commun, là en l'occurrence c'est les Russes, c'est Poutine, c'est comme si on perdait notre jugement, puis là tout le monde, parce que cet homme-là, évidemment on comprend les parlementaires qui s'en sont remis entre les mains du président, qui l'ont invité, ils lui ont fait confiance, mais là c'est comme si on perdait tout esprit critique en disant « Ah bon, voilà, il faut saluer cette personne-là alors, parce qu'il a combattu... contre les Russes, anciennement l'Union soviétique. Mais bon, mais Dieu sait que l'histoire, en fait, l'histoire, on doit apprendre de cette histoire-là et l'histoire n'est jamais manichéenne, hein, c'est très complexe, surtout quand on comprend que ces hommes-là, à leur époque, étaient pris entre le nazisme et le stalinisme d'une part, donc ils ont goûté à la médecine. Donc pour eux, c'était, 80 ans plus tard, ça peut être facile de juger que ces hommes-là aient choisi de combattre le stalinisme. Et durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, la Russie était avec les Alliés, au fond, contre le nazisme. Puis ça nous montre que aussi on doit se méfier de toutes les propagandes en ce moment, la propagande russe qui nous fait croire que l'Ukraine est donc bien nazie, alors que c'est une infime minorité de gens comme ça qui sont du côté nazi. Et puis alors que la propagande occidentale aussi qui veut nous dire que justement les Russes sont des nazis et que Poutine refait un peu ce que Hitler a fait en voulant annexer l'Ukraine. C'est pas tout à fait ça parce que Poutine c'est pas Hitler puis le contexte aujourd'hui est différent. Là. Une forme de diabolisation de l'adversaire qui nous aveugle. Absolument. Donc, on doit sortir absolument de ces pensées. Là, on est toujours du bon côté de l'histoire, puis nous, on est bon, alors que c'est un peu ce que les parlementaires font actuellement. Dire, nous, on est pur, non, on ne se serait pas trompé, mais c'est lui le coupable. Attention. Là, d'ailleurs, dans cette histoire-là de guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pape François ne cesse d'être critiqué et par des Russes et par des Ukrainiens, parce justement, il cherche à éviter de prendre un côté ou l'autre de manière trop radicale, de rentrer dans une logique de propagande. Puis c'est ce qui arrive un peu lorsqu'on essaie d'être prudent. Mais là, finalement, par son imprudence radicale, finalement, Anthony Rota s'est retrouvé dans le trouble lui aussi. Ouais. Merci beaucoup, James Langlois. Ariane Beauferré, l'entreprise québécoise basée à Sherbrooke, Oneka Technologies, a annoncé avoir reçu 32 millions de dollars de financement de la part de partenaires publics et privés cette semaine. Et pourquoi? Pour fabriquer des bouées de dessalement de l'eau de mer. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, Ariane, c'est pourquoi cette nouvelle a retenu ton attention? J'imagine parce que c'est une bonne nouvelle, j'imagine pour l'écologie. Oui. Est-ce que le manque d'eau potable, c'est un véritable problème? Jusqu'à quel point? Il me semble qu'en ce moment, on parle surtout de climat et non d'eau potable lorsqu'il est question d'écologie. C'est juste. Alors, c'est une nouvelle qui a retenu mon attention parce que c'est une technologie qui est vraiment audacieuse et ingénieuse. Et comme tu le disais, c'est une bonne nouvelle pour les régions côtières qui sont en manque d'eau. Et le manque d'eau, au Québec, on est affecté aussi, mais de façon très locale. Il y a des grosses disparités régionales. On a des problèmes dans des municipalités en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, qui sont des zones, donc il y a beaucoup de municipalités côtières où c'est de l'eau salée. Le fleuve devient salé à ces endroits-là. Donc c'est peut-être une technologie qui pourra être utilisée au Québec, mais bon, il y a aussi le problème de l'hiver, des changements, des disparités climatiques qui font en sorte que peut-être que non.
Mais en tout cas, cette technologie-là, elle est vraiment pertinente pour d'autres pays où on a un manque criant d'eau. Par exemple, Israël manque d'eau, les Émirats arabes, certaines îles françaises aussi utilisent des usines de dessalement parce qu'elles n'ont pas de source d'eau potable. Donc, c'est vraiment pertinent. Maintenant, comment elle fonctionne, cette technologie, et pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante? Les usines de dessalement, normalement, c'est des très grosses productions côtières, ça prend beaucoup de place. Souvent, elles dessalent l'eau à partir d'énergies comme le pétrole. Les Émirats arabes, ils brûlent du pétrole, mais des quantités folles. Et en plus de ça, elles vont rejeter directement dans la mer ou les océans une saumure. Donc ça, c'est une eau qui est très forte en sel. C'est le double de la salinité de l'eau de mer, qui contient également des produits chimiques. Et donc, ça détruit les écosystèmes locaux. Ce que propose Oneka Technologies, c'est vraiment différent. Déjà, c'est, comme tu le disais, des sortes de bouées flottantes, des petites barques flottantes sur lesquelles est installé directement le système de traitement. Et ça fonctionne avec l'énergie des vagues. Donc, c'est une énergie qui est complètement renouvelable. Et c'est un processus d'osmose inverse qu'on appelle. C'est tout simplement de l'eau qui est pompée, qui passe au travers de membranes. Et ces membranes fines, en fait, retiennent le sel. Donc, de l'autre côté, on a de l'eau douce qui est potable. Et cette eau douce va aller rejoindre des tuyaux qui arrivent à la côte dans des réservoirs. Mais si on met plein de bouées, là, des milliers partout dans les mers, est-ce que ça ne va pas créer plein de déchets? C'est que les bouées, elles ont différentes tailles. Oneka, ils en proposent aussi des toutes petites pour quand il y a des catastrophes naturelles. Donc, par exemple, des régions où il y a de l'eau d'habitude, mais il y a un séisme, comme au Maroc dernièrement, ou en Libye où il y a eu des inondations, ils ont des problèmes d'approvisionnement d'eau potable. Là, avec ces bouées qui sont toutes petites, on a de l'eau pour plusieurs familles, mais on a aussi des bouées qui sont beaucoup plus grosses et on peut les mettre à la chaîne, mais comme elles sont un petit peu éloignées de la côte et elles ne sont pas très hautes et elles ne sont pas profondes non plus, elles n'ont pas d'impact sur les écosystèmes et elles n'ont pas d'impact visuel non plus, contrairement à des éoliennes, par exemple. Alors, ces nouvelles bouées, là, cette nouvelle technologie, elle apporte une bonne nouvelle pour les gens qui sont éco-anxieux, pour les gens qui manquent d'eau potable. Mais est-ce que vraiment, là, à un point de vue plus élevé, est-ce qu'on peut espérer qu'à chaque fois, l'ingénierie, la technologie, la science viennent remédier à tous les problèmes écologiques? Alors, c'est une excellente question. On a des partisans qui vont dire oui, ils sont principalement aux États-Unis. C'est un courant de bio-ingénierie, éco-ingénierie. Des personnes qui me disent tous les problèmes qui sont environnement ou sociaux, on a la créativité et l'intelligence pour y répondre. Par exemple, s'il n'y a plus d'abeilles, on va faire des nanorobots. Ça fait rire, mais c'est ça. C'est pas pour rien que ça fait rire, c'est parce que je pense à un épisode d'une série où justement ces petites abeilles robots futuristes se retournent contre l'homme. C'est moins drôle tout d'un coup. J'ai pas vu cette série. Mais il y a d'autres exemples. La Russie, par exemple, quand ils ont des grands festivals à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et qu'il y a des tempêtes qui sont annoncées l'hiver, ils vont envoyer des produits chimiques dans les nuages pour que les tempêtes soient en dehors des villes. Il y a des choses qu'on utilise déjà. Et c'est vraiment un contrôle de l'environnement, des conditions climatiques et des cycles naturels. C'est un peu prométhéen, c'est-à-dire que c'est un peu l'homme qui joue à Dieu, qui pense pouvoir contrôler la totalité de l'écosystème. Oui, qui peut contrôler et tout résoudre. Le problème, c'est que ça pose des problèmes, des enjeux pratiques et moraux. En pratique, ça fonctionne difficilement. Ces technologies qui sont utilisées, elles sont toujours basées sur des ressources, pas sur rien. Si on fait des nanorobots abeilles, si on fait des stations de dessalement, on a besoin d'énergie, on a besoin de métaux rares, on a besoin de plastique qu'on ne crée pas, ça sort pas de nulle part. Et les ressources sur la Terre n'étant pas infinies, c'est un cercle vicieux. James Langlois? Mais moi, ma grande question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette eau-là? Est-ce qu'ils vont la vendre en bouteille? C'est ça, l'eau produite par Oneka? Oui, c'est ça. Non, l'idée, c'est de vendre cette technologie pour des complexes touristiques, des municipalités. Ça peut être aussi des régions qui sont plus isolées. C'est pas pour prendre l'eau puis l'exporter? Non, c'est pas du tout une compagnie comme Nestlé qui veut embouteiller de l'eau de mer qui sera transformée en eau douce et ensuite l'exporter. Non, c'est vraiment exporter les bouées, la technologie, comme c'est déjà fait. Là, pour le moment, leur technologie est utilisée en Californie et au Chili, mais ça pourrait être utilisé à tous les endroits finalement où il y a assez de profondeur et de l'eau salée et où on a la capacité d'avoir un réservoir finalement côtier, mais ça prend pas beaucoup de place. Et selon la taille de la municipalité, on modifie la quantité de technologie dont on a besoin. Mais comment, au fond, on fait une différence entre une bonne et une mauvaise technologie
pour travailler avec l'environnement, justement? Je pense que ça dépend beaucoup des impacts que cette technologie a et de la réponse qu'elle permet de donner. Dans le cadre du dessalement, il y a des pays, donc je le disais, comme les Émirats arabes, comme Israël, ils n'ont pas le choix d'aller chercher. Israël a même fait venir un iceberg une fois pour avoir de l'eau potable là, jusqu'en Méditerranée. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des populations qui manquent d'eau. Le problème, c'est est-ce qu'on va aller chercher de l'eau pour aller alimenter des complexes touristiques pour millionnaires aux Émirats arabes ou pour alimenter Los Angeles, oui, par exemple, ou est-ce que c'est pour un usage raisonnable, en fait? Et donc là, c'est là qu'intervient le problème moral et le fait que non, on ne peut pas tout résoudre avec la technologie parce que ces technologies, déjà, elles sont seulement disponibles pour les personnes riches. Dans les pays plus pauvres ou en développement, c'est impossible, c'est inabordable d'avoir ces technologies-là. Ils sont obligés de limiter leur quantité d'eau, alors que nous, on peut en gaspiller. Ensuite, c'est aussi l'idée de se dire, je vais résoudre le problème plus tard. J'ai résolu mon problème d'eau, mais je détruis des écosystèmes et je brûle du pétrole en quantité astronomique. Mais ça crée d'autres problèmes par la suite. Et finalement, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants qui vont résoudre le problème avec leur propre créativité. Donc, on met une pression qui est très, très importante sur les générations futures. Donc, si je te comprends bien, Ariane, il faut davantage viser de réduire ou changer notre mode de vie, peut-être découvrir un véritable sens de l'ascèse pour je pense avoir un rapport plus harmonieux avec les ressources naturelles. Tout à fait, sans pour autant dire toute technologie est mauvaise. Comme d'habitude, la réponse, elle est entre deux. Et c'est vraiment se poser la question... Est-ce que ma façon d'utiliser cette ressource, elle est pérenne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est, ou est-ce que je gaspille? Est-ce que je fais n'importe quoi avec cette nature qui nous est donnée en héritage? C'est quelque chose qu'on a dans la Bible aussi, dans la Genèse, mais aussi dans d'autres religions, où on est vraiment les héritiers finalement de toute cette planète dont on doit prendre soin. Dans la Genèse, c'est remplissez la terre et soumettez-la, mais ça ne veut pas dire la soumettre d'un point de vue la détruire, c'est en prendre soin et en devenir le gardien. Comme un jardinier, exactement. Et donc, on peut arriver à l'idée que même dès le départ, l'usage de technologies, de moyens techniques développés par l'homme pour arranger, donner de l'ordre dans la création, un ordre particulier qui nous sert bien, c'est juste, non? Oui, je pense. Je pense que c'est une bonne réflexion. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Benjamin Boivin, le pape François a visité la ville de Marseille les 22 et 23 septembre dernier pour conclure les rencontres méditerranéennes. Ce voyage était centré sur la difficile question de l'accueil des migrants, et ça seulement une semaine après plus que 10 000 migrants aient débarqué sur la minuscule île de Lampedusa en Italie. Benjamin, qu'est-ce que le pape est allé faire exactement à Marseille? Est-ce que c'était une visite, disons, davantage pastorale ou politique? Un peu, ces questions sont toujours un peu mélangées, mais évidemment, le pape François a commencé son pontificat avec la question de la migration. La première visite qu'il a faite à l'extérieur du Vatican, ça a été à Lampedusa, justement. Et cette question-là, vraiment, a traversé son pontificat. Il s'est exprimé là-dessus à plusieurs reprises et de fait, avec un ton de plus en plus, disons, radical, avec des injonctions, finalement, des demandes à l'égard des chefs d'État qui sont de plus en plus radicales. Et cette visite-là à Marseille, le pape François, on sait, il a un peu dit qu'il allait visiter Marseille, il n'allait pas visiter la France. Il pense un peu l'espace méditerranéen comme une zone humaine, sociologique, anthropologique, qui a besoin d'être réfléchie dans sa globalité, dans son intégralité, plutôt que par différents pays. Et puis, à Marseille avaient lieu ces rencontres-là où le pape François voulait s'exprimer sur la question des migrations. Aussi, Marseille, c'est la seule ville de France aujourd'hui dont l'archevêque diocésain est un cardinal. C'est une ville, c'est un endroit en France où le pape François a décidé d'investir beaucoup d'énergie. Et puis, il est allé là, finalement, critiquer de façon assez radicale, en fait, la politique migratoire de plusieurs des grands pays de l'Union européenne qui, on pourrait dire, après tout, que la France, là, c'est pas le Japon, là, c'est pas un pays où on... Complètement fermé à l'immigration. À l'immigration du tout. En fait, c'est l'un des pays les plus ouverts à l'immigration. Plus même que le Canada. Dans le monde, oui. Le Canada a une politique migratoire qui est très volontariste. Donc, on choisit des immigrants sur la base de critères économiques. Le nombre d'immigrants issus de la catégorie réfugiés est très limité. Puis, on les choisit parce qu'on choisit de les accepter parce qu'on le veut bien. Et on n'hésite pas à renvoyer aussi ceux qui n'ont pas de papier dans leur pays. Non, c'est ça. Ce que d'autres pays ne font pas non plus. Exactement. Mais malgré tout ça, le pape François a choisi de s'exprimer très fortement. Il a critiqué aussi une culture de l'indifférence. Il a même parlé de fanatisme de l'indifférence. Et puis, il a choisi de faire de ce sujet-là un thème, disons, de lui donner une portée évangélique pour faire
disons, travailler la conscience des croyants et des non-croyants partout à travers le monde méditerranéen. Donc, le pape a vivement interpellé sur la question de l'accueil des migrants, mais je crois qu'il a aussi parlé au sujet de l'euthanasie, d'enjeux éthiques au niveau de la vie, alors que la France s'apprête, entre autres, à passer une nouvelle loi pour toutes les questions de fin de vie. Oui, tout à fait. Hein. Souvent, quand on parle du pape François dans les médias, on retient comme un aspect de sa personnalité ou de son discours politique et social. On parle beaucoup de ce qui semble être du progressisme dans sa manière de parler de migration, justement. Mais le pape François ne manque pas une occasion de parler de ces enjeux-là. Et puis en France, justement, où ces questions-là sont très présentes actuellement dans l'actualité, il a répété à plusieurs reprises, là, notamment dans son entretien post-voyage en avion, là, on ne joue pas avec la vie, on ne joue pas avec la vie. Il l'a répété à plusieurs reprises, il dit du début jusqu'à la fin. On n'entre pas dans une espèce de fausse utopie où on fait disparaître la souffrance, l'inconfort. Il a d'ailleurs saisi l'opportunité de recommander à nouveau le fameux livre de Robert Hugh Benson, Le Maître de la Terre, qui est un livre qui avait été recommandé aussi par Benoît XVI à l'époque, là, qui justement met en scène un peu une culture où on veut faire disparaître la souffrance, la misère, on veut faire disparaître la fragilité. Donc le pape François insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir une culture de la vie authentique qui respecte toutes les implications de ce que ça... Donc, autant les migrants que la fin de vie ou le début de la vie, l'avortement ou l'euthanasie. Exactement. Et puis, il a parlé du bassin méditerranéen comme une tombe à ciel ouvert. C'est pas un langage... Il a le sens de la formule forte. Il est assez habile. Mais bon, ces formules-là, finalement, elles nous accusent, hein, finalement, là, indépendamment de nos positions prudentielles sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on pense qui devrait être fait? Quelle est la meilleure politique à adopter pour gérer ce problème-là? Parce qu'il y a évidemment un problème à gérer. Et ça nous renvoie devant notre conscience et devant la nécessité de réfléchir à ces choses-là avec humanité, avec en tête la perspective du bien commun. Benjamin, on dit souvent que le pape exerce le pouvoir spirituel, que l'Église doit être séparée de l'État. Mais là, on a un pape François qui se mêle beaucoup de politique. Est-ce qu'il fait bien ou il fait une erreur? Oui, puis de façon intéressante, on a beaucoup entendu parler de cette vision-là du pontificat dans les temps de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Lorsque ces papes-là se mettaient à parler de ce que devraient faire les politiciens dans les différentes sociétés, on disait c'est pas le rôle des papes de dire aux politiciens qu'est-ce qu'ils devraient faire. Le pape François, c'est une critique qu'on entend un peu moins là, pour différentes raisons. Là. Probablement que ses positions sont mieux acceptées ou une partie de ses positions sont mieux acceptées dans le monde médiatique. Mais quoi qu'il en soit, c'est dans la nature de l'office pétrinien, là, du rôle de pape et puis du rôle d'évêque en général, de pasteur, que de chercher à guider l'ensemble de la société vers le bien commun. C'est pas vrai que parce que le sacerdoce, parce que la vie religieuse, parce que la fonction de prêtre est différente de l'office du pouvoir civil, qu'il ne revient pas à l'Église de donner des indications qui ne sont pas seulement des recommandations. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas juste une liste de recommandations, faites ce que vous voulez avec ça. L'Église a un discours à tenir sur le bien commun, et puis le pape François fait son travail de pape en exigeant des dirigeants des différents pays qui rencontrent ces nécessités-là. Sans aller toutefois dans l'ultra particulier. Il ne dit pas voici le nombre précis de migrants que chaque pays devrait recevoir, mais il dit chaque pays doit être charitable, doit respecter la dignité humaine des migrants, avoir une politique d'accueil. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, le pape François a déjà répété à plusieurs reprises que c'était normal que chacun des différents États ait un seuil ou des principes, des politiques particulières pour déterminer quelle est la juste proportion de migrants qui sont capables d'accueillir. Le pape François ne fait pas la promotion d'une politique d'abolition des frontières sur le plan technique ou sur le plan comme des politiques publiques. Ce n'est pas ça qu'il fait. Il tient un discours qui a comme une qualité ou une saveur presque prophétique, là, en un certain sens. Là. Il ne se laisse pas enfermer dans des catégories politiques ou technocratiques parce qu'il sait que ce n'est pas son rôle. Je l'ai même déjà entendu dire qu'un pays ne devrait pas accueillir plus de migrants qu'il est capable de bien intégrer. Donc, il n'a pas non plus une politique le plus possible est toujours le mieux. Mais non, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de dissoudre la société d'accueil puis de la rendre incapable finalement de servir le bien des citoyens qui étaient là auparavant et de ceux qui arrivent. On parlait du lien avec la vie, c'est un peu le même principe aussi pour l'accueil de la vie dans une famille. C'est pas le plus d'enfants qui est le mieux. C'est ça, c'est autant que tu peux en éduquer et en prendre soin correctement. Mais je pense qu'un peu comme pour la migration, l'idée du pape François, c'est que souvent on a tendance à penser qu'on est capable d'en prendre moins que ce qu'on est véritablement capable. Exact. Très intéressant. Alors, on pourrait peut-être prendre un petit peu plus de migrants, surtout ceux qui sont les plus souffrants. Dans le fond, c'est surtout une raison humanitaire que j'ai entendue dans les paroles du pape. Ouais, ça implique peut-être une question d'ascèse aussi et de changement de mode de vie aussi. Parce un que peu moins pour moi, pour en donner un peu plus aux autres. Mais Dieu sait que la migration, c'est vraiment lié à des enjeux écologiques. Aussi, également. Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Ça fait plaisir. Merci à toi.
James Langlois, comme suggestion culturelle cette semaine, un nouveau livre qui vient de sortir. Oui, exactement. Mercredi dernier, le jeune journaliste Frédéric Lavoie, qui est un journaliste qui est habitué d'aller à l'étranger, là, en Ukraine, au Bangladesh récemment. Et puis là, il était dans des bidonvilles, en fait, puis il s'est questionné sur son rôle de journaliste. Il se demandait, en interviewant des personnes, est-ce que vraiment je comprends le vécu de ces personnes-là? Est-ce que je peux le rapporter fidèlement? Donc, il s'est mis à questionner son espèce, je dirais, ses a priori journalistiques. Est-ce que moi, comme journaliste, mon rôle, c'est d'être le plus objectif possible? Il s'est mis à remettre tout ça en question et ça a donné lieu à ce livre de 340 pages, en fait, dans lequel il médite tout ça, son rôle comme journaliste. Donc, c'est une belle réflexion sur le rôle de journaliste dans la société. Surtout, le journalisme est en crise, donc c'est très d'actualité. Donc, ça s'appelle « Troubler les eaux » par Frédéric Lavoie. C'est aux éditions La Peuplade en 2023. Ça est sorti mercredi dernier. Donc, merci beaucoup, James Langlois. Benjamin Boivin, il y a une série TV qui a retenu ton attention dernièrement. Oui, tout à fait. Là. Il y a une série TV, ça s'appelle Succession en anglais, qui est disponible sur Crave au Canada. C'est une série qui a vraiment une qualité shakespearienne, dans une certaine mesure. Elle s'est terminée cette année au printemps. La dernière saison de 4 est sortie. Et essentiellement, finalement, le récit tourne autour de la personne de Logan Roy, qui est le dirigeant d'une immense compagnie médiatique. On sent un peu le pastiche de la compagnie qui appartient à Rupert Murdoch, là, qui possède Fox News notamment. Et puis, l'intrigue tourne autour de ces différents enfants qui se battent tous et chacun pour la succession de la compagnie. Et puis, on fait 4 saisons là-dessus. On pourrait s'imaginer que l'intrigue s'essouffle, qu'à un certain point, on commence à en avoir assez. Mais vraiment, là, du moment où ça commence jusqu'au moment où ça finit, on ne se tanne pas. On ne cesse de goûter la complexité des relations. Il y a une profondeur. Vraiment une grande profondeur humaine. Moi, je trouve que regarder cette série-là, c'est vraiment comme pénétrer là, ce qu'il y a parfois de plus laid, effectivement, dans le cœur de l'homme. Mais je pense que c'est quand même matière à méditation. Puis, c'est et très à divertissement quand même. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Donc, je rappelle, la série s'appelle Succession et c'est disponible sur la plateforme Crave au Canada. Merci beaucoup, Benjamin, Ariane et James d'avoir été avec moi à l'émission aujourd'hui. Je remercie aussi à la technique Barthélemy Rieux et Marianne Martin. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire pour nous partager vos commentaires, opinions, questions, objections à verbomoteur@le-verbe.com. Alors, vous pouvez aussi toujours réécouter ou partager cette émission sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook et X, anciennement Twitter. Cette semaine, on se laisse sur la chanson « Il peut mouiller » de Jeanne Côté, qui est tirée de son plus récent album « Suite pour personne » qui est sorti en janvier 2023. Jeanne Côté, d'ailleurs, qui faisait la couverture du magazine Le Verbe en septembre dernier. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. Dimanche soir, je traîne mon squelette jusqu'au canal La Chine. L'air est pesant, le temps solide me passe dedans comme une fièvre, comme une fièvre. J'ai claqué la porte, je suis parti sans clé, je suis sorti sans rien. Tu m'as dit c'est trop de nommer les zones grises, regarde les journées rallongent, mais nommer les zones d'ombre ça me fait danser. Je veux pas vivre mes